Mesdames, Messieurs, Albert Dupontel. Auteur du livre. Cécile Kretschmar, sculptrice des masques. Le créateur des effets spéciaux, Cédric Fayol. Le compositeur de la musique, Christophe Julien. Le monteur d'image, Christophe Binet. La productrice du film, Catherine Bozorgan. La directrice de post-production, Christelle Didier. L'assistant de production, Marie-Gabrielle Possel. Merci à tous, merci de votre accueil. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, voire des insultes, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre, qui que soit le membre de l'équipe. Émouvant! Ah, c'est ma petite sœur, c'est un truc qu'on a entendu pendant ce débat. Il y a un monsieur qui... Je vais vous jeter. Très bien, on va vous le donner. Bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier d'être là et je pense que c'était éprouvant comme c'est vraiment la dernière des avant-premières de la production du film et je voulais vous dire que c'est un honneur de vous rencontrer en vrai, de pouvoir vous poser cette question. J'ai remarqué pendant le film, la plupart des plans du soldat Maillard c'était des plongées et ça mettait vraiment une distance par rapport à lui et à tout son environnement et pourtant on se sentait très proche. Alors je me demandais si lui se sentait aussi tout petit dans ce monde qui était beaucoup trop grand pour lui, sous cette histoire qu'il dépassait finalement. Largement, les allusions à sa petitesse sociale sont évoquées effectivement par certaines prises de vue, et puis aussi des détails comme le costume de Buster Keaton, qui est le parfait pendant de l'individu perdu face à l'hôtel massif des Péricourt. Voilà, donc c'était à chaque fois, en ce qui concerne les axes de prise de vue, elles sont délibérément parfois radicales, mais le récit de Pierre est en fait une fiction. Et dans mon esprit, ça autorise des points de vue imaginaires. C'est pour ça qu'au-dessus, en dessous, il n'y a pas de souci. On est loin d'un cinéma naturaliste, vraisemblable, que personnellement j'aime bien, mais qui ne paraissait pas nécessaire sur ce film. Voilà, d'où des axes un peu excessifs par moment. Voilà. Je vous remercie. Voilà, très bien. Posez des questions à d'autres personnes que moi, parce que avoir l'air bête avec toute mon équipe. Bonsoir monsieur, et je suis très heureuse aussi de vous rencontrer. Je voulais juste savoir comment vous avez choisi ce livre pour l'adaptation. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce livre? Alors
c'est pas moi qui ai choisi. J'étais intéressé, mais c'est Pierre Lemaitre qui a choisi. Oui, c'était curieux parce que quand un livre a du succès, on a tout de suite un certain nombre pardon, excusez-moi, oui. Il faut que je rentre dans la lumière. Parce que du coup, c'est dérisant, je comprends le vocifère. En fait, le livre avait eu du succès, donc le cinéma s'y était intéressé, et on avait rencontré des producteurs et des metteurs en scène qui souhaitaient adapter le film. Et puis mon agent m'a dit, je crois qu'Albert Dupontel s'intéresse à ce film. Alors j'ai dit, on arrête tout. On arrête tout, et on attend. Alors j'ai posé la main sur le téléphone et j'ai attendu qu'Albert appelle, parce que j'avais la conviction, je connaissais tous ces films, j'avais la conviction que c'était vraiment l'homme qu'il fallait. Et quand je vois le film aujourd'hui, c'est la 4e, 5e fois que je le vois, là je regardais simplement la fin du film avec vous en fond de salle, je retrouve les mêmes émotions et je me dis vraiment, qu'est-ce que j'ai eu comme talent de choisir. C'était une question sur les masques. Non, mais c'est important. Parce qu'il y a 2 co-auteurs dans ce film, en fait, c'est Cécile et Cédric, parce que sans les masques, évidemment, Édouard n'existe pas, et sans Cédric, on serait à transformer dans le réalisme. Vas-y, monsieur, parlez fort, et puis je vais répéter la question. Au niveau des masques, ça crée vraiment une atmosphère au film qui est folle. Quelles sont les inspirations? Est-ce que c'est de la création pure? Est-ce qu'il y a des références historiques ou artistiques qui vous ont aidé? Alors on a beaucoup regardé avec Albert des artistes de cette époque. On se dit que Édouard a fait les beaux-arts avant la guerre, donc il est vraiment au fait de ce qu'il faisait. C'est une époque quand même assez agitée, au point de vue artistique. Donc on a beaucoup regardé ces images-là. Et les références seraient bien plus évidentes s'il y avait tous les masques. Il m'en a enlevé plein le montage. Mais donc on a regardé beaucoup les artistes de cette époque, on a eu l'idée de faire cette pissotière de Duchamp. Il fallait quand même vérifier que c'est bien à cette époque-là qu'elle était apparue. C'est en 1917, je crois, mais à New York. C'est un peu rêvé que Édouard en ait eu connaissance pendant la guerre, mais bref. Et puis les cubistes, évidemment, et moi je suis très fascinée par Ensor, donc j'essaye d'en mettre aussi un petit peu quelque part. Voilà. Une question générale, c'est qu'est-ce que vous avez fait les VFX? Alors parce qu'il y a un plan sur 4 qui est truqué, il faut le savoir, notamment la scène finale que vous avez vue au Maroc. Je pourrais vous raconter les difficultés de tournage, la chaleur, la sécurité, l'angoisse, etc. Et en fait, on était sur le parking du studio, appris sur Marne et Messel. On va vous raconter ça un peu mieux que moi. Oui, pour nous, ça enlève un peu de magie pour le coup. Mais effectivement, on était sur un parking, on avait du sable, et donc voilà, on s'est amusé à reconstruire un Maroc un peu imaginaire, voilà, et pour sublimer ce plan de frein. Donc voilà, c'est vrai que le tournage, c'est fait comme dans le sable. Non, le chameau est vrai, on l'a fait au milieu. Voilà, et après, effectivement, il y en a un peu partout dans le film. Il y a sur la reconstitution de Paris, notamment sur les Champs-Élysées. Il y a toute la séquence de la gare avec la démobilisation. Bon, il y en a un peu partout. J'espère que vous ne les avez pas tous vus. Parce que le but, c'est qu'ils soient le maximum invisibles. Mais voilà, ça a participé, en tout cas, à la reconstitution de ce Paris-là. Et, voilà. Bonjour, j'ai trouvé le film excellent, notamment du point de vue de la photographie, et du graphisme, de la peinture. Donc je me suis posé la question tout de suite quand j'ai vu une série de références, notamment Achille. Il y a des dessins, en fait, c'est du Achille. Et je voulais savoir si dans le livre, il y avait déjà ce flot de références artistiques où c'est vraiment l'équipe du film qui a créé tout un univers assez génial, parce qu'il fallait réussir à marier tout ça dans un flot cohérent, harmonieux. Donc je voulais savoir si l'écrivain a retrouvé un imaginaire, ou il a découvert un imaginaire qui est à partir de son livre.
C'est la seule raison de déception que j'ai, de n'avoir jamais pensé à ce qu'a fait Almer dans le film. En fait, quand j'ai écrit le livre, j'ai fait des masques, et j'ai pas eu l'idée, pourtant évidente, de me dire, puisque Édouard est un grand peintre, on va inscrire dans la narration École Chillet ou les grands peintres de l'époque. Mais ça, c'est une idée d'Albert. C'est la magie de l'adaptation et le talent de l'adaptation. Dans mon livre, il n'y avait rien de tout ça, ce qui fait que de temps en temps, sur certains points seulement, le film est meilleur, parce que je trouve qu'il est plus cohérent. Oui, parce que, mais une question de cohérence. Moi, quand j'ai fait les masques, on peut en parler une seconde, j'ai été au musée des Arts Premiers, j'ai photographié des masques océaniens et africains. Je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions, et moi, je trouvais que dans le bouquin, les masques étaient pas mal. Pas mal. Mais quand il m'a dit, je pense que ce serait mieux d'inscrire, puisqu'on a un peintre, d'inscrire ces masques dans le mouvement pictural qui est le sien, ça m'a semblé une évidence. Je me suis dit, mais pourquoi c'est lui qui a l'idée, pas moi? Donc en fait, c'est une grande déception pour moi, en même temps la grande magie du film, donc bravo à l'adaptation. Je vais demander à Christophe Julien de parler un petit peu de la musique. Simplement et rapidement. Merci Albert. Cette partition est née après que nous ayons écouté beaucoup de musique, de Forêt Satie, Milhaud, tous les compositeurs de cette époque, Ravel également, et on s'est inspiré petit à petit de Ravel, justement pour des motifs de la musique de Laurent Lafitte, de Pradel, justement. Il y a eu des résonances qui se sont créées, et après petit à petit on a travaillé des séquences comme La Terrasse. Vous avez vu à la fin, c'était la première séquence qui pour Albert était la plus dure, je crois. Déjà, il fallait réussir cette séquence-là en premier sur l'ensemble du film. Et après, petit à petit, le score a découlé. Et on a mélangé aussi des musiques préexistantes, de Morricone, de Rota, et on a essayé de créer une cohérence sur l'orchestre symphonique et les musiques de jazz, aussi d'époque, spécifiques qu'on a réenregistrées aussi en studio. Bonsoir. Bonsoir, je me demandais, on a énormément entendu parler de ce film avant même de pouvoir le voir, de par toute sa promotion, notamment dans les festivals comme le festival d'Angoulême où il a suscité des réactions très enthousiastes. Est-ce que pour vous, satisfaire le spectateur, c'est une fin en soi? Satisfaire non, mais que le film soit comestible et compréhensible, c'est très important. Un intellectuel qui n'est pas clair, c'est un intellectuel qui est raté, c'est le Frankenstein. Et c'est menti, si vous voulez, dans ce film, il est le fruit de beaucoup d'élagage, de beaucoup de ponçage, avec le monteur qui est ici, Christophe Pinet, on a passé un temps fou. On a commencé à monter le film en public, il faisait 2h05, et à force de le montrer, de questionner les gens, de soumettre les formulaires, et de se mettre dans la salle et d'écouter les réactions des gens, on finit à 1h52 en général. Donc c'est pour vous dire que c'est important pour moi de défendre mon point de vue, mais que ce soit comestible et compréhensible. C'est deux notions très différentes. La séduction, non, mais la conviction, oui. Il faut qu'on vous convainque de l'intérêt de ce qu'on fait, vous séduire, et déjà tout pour ça. Voilà, c'est pas une question de problème. Peut-être des questions sur le montage. Raconte le montage. Ça a quand même duré 15 mois, tout ce montage. J'ai beaucoup d'aventures, mais c'est un plaisir. Quelles sont les séquences les plus dures pour toi? C'était quoi le logiciel? Des questions beaucoup correctes. Avide. Merci beaucoup. Le plus dur, le plus long à monter, ça semble que c'était le début, c'est la guerre, l'hôpital. Ça semble être un seuil difficile à franchir pour les spectateurs, passer par la guerre, puis l'hôpital. Donc on a eu tendance à beaucoup élaguer, raccourcir, et on s'est posé des questions un peu jusqu'au bout sur ces séquences-là. Après, toute la suite, c'était pas mal d'ajustements, mais c'était pas facile, mais voilà, ça a été plus peut-être. Le taquet. Bonjour. J'ai particulièrement apprécié votre film, et pourtant le cinéma français n'est pas ma tasse de thé. Je l'ai apprécié en tant que scénariste et spectateur. Et je voulais vous demander, vous ne me répondrez peut-être pas, quel est votre prochain projet? Si, ça s'appelle Adieu les cons.
pas si on s'en va, ça arrivera avec vous, mais c'est un titre provisoire qui m'amuse beaucoup. C'est une histoire très triste, on va tout faire pour rendre drôle, mais c'est pas une histoire très optimiste. C'est la primeur. Une réputation filmique dans quelques années. Alors, pourquoi on n'a jamais filmé la blessure d'Edouard autant que décrit dans le livre de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre est un sadique qui a décrit pendant 4 ou 5 pages. Je plaisante. En fait, l'idée c'était d'abord c'est un effet spécial fait par Cédric. Il y a un reflet, en fait, pendant 3 secondes, il y a un reflet de la plaie béante dans quelque chose qui est faux historiquement, parce que l'inox n'existait pas à cette époque-là. C'est une première erreur historique, que j'assume. Pourquoi ne pas avoir montré plus? Parce que dans le film, beaucoup plus que dans le livre, Édouard Péricourt est mon héros au sens romanesque, romantique, et je ne veux pas qu'on ait pitié de lui. Vous comprenez? Un peu plus, ça fait du gore, et c'est un genre à lui qui est particulier, le gore, et c'est un genre auquel je ne me suis pas privé dans le passé d'exprimer certains sentiments par rapport à ça. Donc je ne voulais pas que le gore l'emporte, et je ne voulais surtout pas que vous, le spectateur, ait pitié d'Édouard. Il faut qu'on soit impressionné par Édouard, il faut qu'on aime Édouard, il faut qu'on admire Édouard, et que jamais on y trouve en pitié. C'est pour ça que c'est pas bref. Voilà. Sinon, je pouvais passer 3 heures dessus avec tous les ligaments et tout qui sortaient, mais franchement, ça aurait été inintéressant par rapport à ce que je voulais faire Édouard. Voilà, c'est assumé. Je vais essayer d'être un peu bref. Je commence par l'impression, déjà merci et bravo. Je me suis surpris moi-même à être submergé par l'émotion, parce qu'il y a un côté rocambolesque et il y a une humanité qui est extraordinaire qui ressort et c'est formidable. C'est passé par tout le travail de l'équipe parce que c'est juste, il y a l'histoire et il y a quelque chose qui touche et qui submerge particulièrement en l'occurrence. Là je vais revenir sur la musique. Et voilà, ça m'a. Je vais encore tout bouleverser, d'ailleurs, merci. Et je me demande vraiment comment on donne la direction pour les musiques comme ça, que tous, on a parlé tout à l'heure du travail d'inspiration, mais au niveau de la direction, comment on dit je veux que ça aille dans ce sens-là, et comment vous échangez tous les deux là-dessus. C'est un long travail. Alors, il y a quelqu'un de très important dans la musique, c'est Christophe Pinel, dit l'autiste, là. Et Christophe, en fait, est extrêmement doué dans une grande connaissance de la culture du cinéma, de musique de cinéma. Il est extrêmement doué pour des choix de musique. Donc, dans un premier temps, on est en discussion avec l'autre Christophe Julien, sur les musiques qu'on commence de façon très scolaire, Darius Milhaud, effectivement, Gershwin, Ravel, etc., parce qu'on est sérieux. Et puis après, il y a Christophe Pinel qui, lui, quand les scènes arrivent, commence à les monter, et pour faire ses propositions de montage, souvent les assortit de musiques préexistantes, de son choix, soit des musiques de film, soit des musiques qui n'ont rien à voir. Souvent, son choix est très judicieux, à tel point que certaines des musiques du film ont été achetées en fonction des choix de Christophe. Première étape. Deuxième étape, Christophe Julien arrive et voit ce qui me plaît par rapport au montage de Christophe Pinel. Excusez-moi, tout c'est Christophe. Et à partir de là, il commence à travailler. Voyez, et souvent, c'est très intéressant le travail de Christophe, tu t'expliqueras après, c'est souvent ce que cherche le musicien est à côté de ce qu'on veut, mais en cherchant là où il pense trouver, en passant, on trouve des trucs où il ne pensait pas les trouver. Je ne sais pas si je suis très clair. Il y a des exemples prestigieux comme ça, la relation Nino-Rota-Fellini, la relation Morricone-Léon. C'est-à-dire qu'en fait, moi je sais exactement ce que je veux, mais tant que je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas vraiment. Et tout d'un coup, il va y passer, mais presque par hasard. Et là, ça devient intéressant. Alors, peut-être que Christophe pourra raconter plus précisément les recherches. Oui, c'est vraiment ça. À un moment donné, je suis inspiré, il y a des résonances, des pulsations qui sont liées à l'image, qui sont justes, trouvées par Christophe et Albert sur les musiques. Et à partir de ça, moi, je rebondis. C'est-à-dire, je vais créer quelque chose de complètement différent, musicalement, qui n'a rien à voir avec ce qu'il peut y avoir sur la séquence. Et tout d'un coup, des fois, cette musique est écrite pour un endroit, Albert, tu sens par instinct, ça va ailleurs. Ça résonne sur un autre personnage. Et il commence à y avoir un jeu ping-pong par rapport à ça, dans la construction de la partition. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une cohérence dans le son, dans le style, dans l'unité. Au niveau de l'orchestration. Avec Albert, ce que j'adore, c'est qu'on travaille aussi sur chaque détail d'orchestration. C'est-à-dire qu'Albert connaît exactement tous les instruments qu'il y a dans la partition. On va parler d'une flûte, d'une harpe, si on a envie de l'enlever, de la remplacer par un hautbois. On travaille vraiment sur une orchestration très précise. C'est un long cheminement, mais comme tu disais, c'est vraiment, je pense, et on est assez admiratif, je pense, de la relation Fellini avec Rota, Morricone avec Sergio Leone aussi. C'est un travail de fond, en fait, qui se fait souvent en amont. On a travaillé très en amont la musique, avant même le tournage. Moi, je sais que j'avais composé 50 thèmes, déjà avant même le premier plan tourné. C'est-à-dire qu'il y a un fond en plus,
Et après, Albert fait ses choix, et ça résonne sur le film, ça se construit petit à petit. Avec Christophe, ses résonances, ce qu'il en pense, les pulsations, ses édits aussi, parce que tout d'un coup, je me retrouve à avoir une musique qui est éditée complètement différemment de ce que je pensais, mais qui me plaît énormément, et qui me fait retravailler la partition, recréer la partition à partir du montage qui évolue jour après jour. Tout ça, c'est vrai. Monsieur a démarré. Oui, encore une question, allez-y. J'avais une question au niveau de l'adaptation. Je voulais savoir quels étaient les problèmes ou vous avez rencontré ou les concessions qui ont pu être faites par rapport à l'adaptation. Alors l'adaptation, Pierre et moi, on s'est vu 2 fois. On n'avait pas été intrusif. C'est déjà beaucoup à supporter en fait. Et le truc en fait, ce qui est vrai, c'est que le lecteur, il va certainement parmi vous, je m'excuse de la fin, que j'ai changé, mais j'avais l'aval de Pierre Lemaitre. Donc Pierre m'a expliqué sa fin, il va vous expliquer pourquoi. Et moi par contre, dans le film, j'avais vraiment envie que tous ces personnages se rendent compte. C'est peut-être une vulgarisation de son travail, mais là aussi je l'assume. Et à chaque fois que j'ai fait des modifications en profondeur sur la structure, sur la fin, Pierre a été mis au courant et a validé à une réserve. Et tu pourras d'ailleurs en sortir ce film. Je garde ça pour le tribunal. En fait, la question de l'adaptation, c'est la question du point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, la discussion que j'avais avec Albert, c'était quel va être le point de vue qu'il va adopter. À partir du moment où il avait par exemple choisi que le point de vue serait davantage celui d'Édouard que celui d'Albert, contrairement au livre donc, à partir de ce moment-là, les choses s'ordonnaient différemment. C'est-à-dire qu'on voyait très bien qu'il y avait un certain nombre de choses dans le roman qui n'étaient plus nécessaires, et par contre la nécessité, pour respecter son point de vue, de créer de nouvelles scènes. C'est ce qui est, je trouve, le plus fascinant, peut-être pour les gens qui ont lu le livre, en 2 mots, c'est que finalement, il y a peut-être plus de scènes inventées par Albert dans l'adaptation que de scènes qui viennent du livre. Et pourtant, n'importe qui ayant lu le livre, je fais référence à Madame tout à l'heure, ayant lu le livre, va retrouver les personnages et va retrouver l'histoire dans son intégralité et dans son intégrité. Alors ça, c'est la magie, c'est-à-dire qu'en fait, on a une autre manière de nous raconter les choses, il y a plein de scènes nouvelles, et pourtant, c'est la même histoire, simplement c'est vu par quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un artiste qui se défait de son bébé au profit d'un autre, et d'un seul coup, c'est une autre proposition, c'est le cinéma. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier parce que pour le film qui m'a beaucoup plu, alors que je n'avais pas forcément de bonnes attentes. J'avais juste vu la bande-annonce qui m'avait plu, du coup, déjà, je voulais vous remercier pour ça. Alors, en fait, j'ai 2 questions. En fait, je voulais savoir comment s'est effectué le choix des acteurs. Et du coup, une question pour vous, monsieur Dupontel, c'est quand vous avez pris connaissance du projet, quand vous vouliez le faire, si du coup vous vous êtes dit tout de suite que vous vouliez faire le rôle de Maillard que vous avez joué. Alors, le casting, c'est du premier choix, je m'excuse de parler comme un poissonnier, mais c'est vrai. Je cherchais quelqu'un, maniant la comédie pour le rôle de Pradel, qui était le premier rôle que j'ai casté. Je cherchais un Victor Legasman-John, c'est un acteur italien qui était capable d'être trop dans l'humour noir comme dans l'émotion. L'émotion, en l'occurrence, Pradel en vécu pas beaucoup. Mais en tout cas, bref, comme Laurent était intéressé, on s'est rencontrés, et je lui ai dit, écoute, moi je te verrais bien dans Pradel. Alors non seulement il était d'accord, mais il était content, genre du film. Et la force de Laurent dans le rôle, c'est qu'il s'est beaucoup amusé en fait. Il a beaucoup chuté à faire ce rôle. Il n'a jamais jugé moralement Pradel, il n'a jamais jugé. Il s'amusait comme un petit fou, il avait des vraies trouvailles. Ce geste où il lèche avec son pouce une larme de Thierry, c'est un geste parfaitement obscène qui n'était pas du tout écrit. Ça lui est venu comme ça, tout Pradel qu'il était. C'est un geste parfait, parce que vraiment tout à coup Albert a enfin le courage d'aller affronter ce terrible Pradel. Et là, le soir, tout content, je lui ai un SMS en disant formidable cette trouvaille, et il me répond oui, mais je ne suis pas comme ça dans la vie. Largement aussi mentor que Pradel. Après, il tue à son mouvement, c'est pareil. Donc, j'étais à la bataille, on a tourné à la fin du tournage, et j'étais un petit peu las de la radicalité de Pradel. Donc, je dis voilà, peut-être que cette scène-là, je vais la couper au montage. Il m'a dit non, surtout pas, je tiens absolument naturellement. Voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'il s'amusait beaucoup. En fait, il s'amusait beaucoup dans Pradel, c'était une très bonne façon de l'aborder ce personnage-là. Après, autre choix impérieux, c'était le choix de Nice Astruc dans Marcel Péricourt. Là aussi, c'était une évidence qu'il pouvait faire Marcel Péricourt. Il véhicule cette sobriété, cette austérité, cette froideur apparente. Il y a des scènes marrantes entre Labourdin et Péricourt, c'est Feydeau qui rencontre Strindberg en quelque sorte, c'est 2 oppositions de jeu entre Luchon et Nice. Et puis par contre, la scène de la terrasse, donc invention non crue mais validée par Pierre, la terrasse, ça on l'a jamais répété, et c'était la propriété de Nice. Donc j'ai vu arriver le jour J, charger un bloc, et en 2 prises, il a sorti cette
cette émotion, vraiment, il a vécu la scène beaucoup plus qu'il ne l'a joué. C'était assez impressionnant, pour ne pas dire même gênant, parce qu'il était vraiment, oui, très émouvant sur cette scène-là. En face de lui, il y a la révélation de cette année, c'est Mabel Pérez-Biscayar, qui est un jeune acteur argentin découvert dans un casting, tout à fait ordinairement, avant son embarquement parmi nous, donc il était inconnu maintenant. Et c'est vrai, je commençais à vraiment me dire, est-ce que Edouard est incarnable? J'avais vu tous les jeunes premiers du cinéma français, je cherchais, je ne trouvais pas. Et j'ai vu Hervé Nabel, ses yeux, sa démarche, son sourire, sa mini-ironie détachée, il est argentin, il ne connaît rien de la culture française, c'est même pas qui j'étais, c'est pour vous dire. Ça m'émulait, et j'étais impressionné, pas impressionné, mais tout de suite attiré par sa façon d'être. Voilà, ça me paraissait un Edouard typique. Alors on a commencé à travailler, on a fait des essais, une fois, deux fois, trois fois, puis évidemment on a commencé vraiment à dire bon, on va y aller ensemble. Et c'est celui avec lequel je plus travaillé. On a pas pendant 8 mois de répétition, pas tous les jours, mais pendant 8 mois il travaillait. Quand les masques de Cécile arrivaient, il répétait devant le miroir. Il a travaillé avec Cécile, il est venu faire les masques lui-même pour voir ce que c'était que de faire des masques. Donc c'était la vraie révélation de ce tournage. Après il y avait Émilie Dequesne, donc Émilie c'est une actrice que j'aime beaucoup et que je voulais impérativement pour la douceur qu'elle évoque. Et cette scène entre Pradel donc dès les répétitions, spontanément, Émilie a posé exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire en gros, elle lui fait des câlins, des bisous, et elle lui dit en fait, attends, tu n'étais qu'un étalon, c'était absolument parfait. Et puis il y avait Mélanie Thierry qui gentiment est venue faire ce petit rôle, dont la seule invraisemblance c'est que son personnage tombe amoureux du mien. Je veux dire, c'est du cinéma. Et en ce qui me concerne, c'était pas du tout prévu que je fasse Maillard. C'est un autre acteur que vous connaissez peut-être, c'est Bouli Lenner, c'est un acteur réalisateur belge que j'aime beaucoup, qui est souvent dans mes films. Il y a 2 mois du tournage, il m'a dit je ne peux pas, je suis trop fatigué, donc je m'y suis collé. C'était le vrai bémol, c'était agaçant, frustrant, fatigant, vraiment, j'ai regretté, je ne le cache pas. Mais en même temps, je me suis accroché aux acteurs. Voilà. Et en les regardant, en les écoutant, je me suis oublié la caméra, j'aime bien quand on s'oublie. Et tout ce que j'ai raté, dans le paquet, tout était à la corbeille, vous ne le verrez jamais. Voilà. À l'histoire du casting.